Alors, quelle est l'importance prise par la finance asiatique sur les marchés financiers? Est-ce qu'on assiste à une évolution durable? Est-ce qu'on assiste, vous nous le direz, madame, à un basculement? Est-ce qu'il y a des stratégies pour les places occidentales qu'elles pourraient mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a une carte des grands marchés financiers mondiaux qu'il va falloir redessiner dans les années à venir? Voilà les sujets qu'on va essayer d'aborder, au moins dans un premier temps. Nos interlocuteurs pour cette première table ronde. À mes côtés, Delphine Lahaye, qui est enseignante à l'université de Bordeaux. Autrefois, ça s'appelait Bordeaux 4. C'est une économiste spécialisée dans l'économie bancaire et financière et rattachée au laboratoire LAREFI, le fameux laboratoire d'analyse de recherche économique et financière internationale, ex-LAR. C'est pas l'art avec un D, c'était l'art avec un E. Et auteur d'une thèse sur les crises financières des pays asiatiques. À ses côtés, Véronique Riche-Flores, économiste, passée par, alors dans la banque, la Société Générale, l'OFCE, etc., et aujourd'hui à la tête d'un cabinet qu'elle a créé à sa propre enseigne, c'est Riche-Flores Research. Pas de thèse, nobody's perfect. Abdeljalil Bouzidi, qui lui aussi est thésard, vous avez fait une thèse sur la transition économique en Algérie. Vous êtes le porte-parole ce soir, le représentant de la Fondation Terra Nova. Vous enseignez l'économie à la Sorbonne Nouvelle, voilà. Et vous avez aussi une société de conseil à votre propre enseigne, Emena Advisory, conseillez essentiellement les institutions financières. Et puis l'indispensable Philippe Tibi, président de la MAFI. Qu'est-ce qu'on va dire? Que vous êtes toujours professeur à Sciences Po et à l'IX, qui peut le plus, peut le moins. Vous nous expliquerez un jour la tangente au point Q, qui est l'épée des polytechniciens, bien évidemment. Voilà, on va commencer avec vous, madame Delphine Lahaye, parce que vous avez utilisé dans votre article, dans la contribution que vous avez donnée à la revue Banque, le mot de basculement. Qu'est-ce qui est bascule et quand est-ce que ça bascule en Asie? Alors en fait, ce mot basculement, je l'ai utilisé par rapport aux déterminants des mouvements de capitaux. Moi, ma contribution, c'était là-dessus. Quels étaient les facteurs qui expliquaient les entrées de capitaux dans les pays émergents? Et j'ai évoqué le terme de basculement par rapport à la qualité et à la nature de ces facteurs. Donc, avant la crise asiatique, ce qui intéressait les investisseurs, et c'était aussi lié peut-être à une moindre intégration financière par rapport à aujourd'hui, ce qui intéressait les investisseurs pour investir en Asie, c'était la qualité des fondamentaux. Et on a dit, dans la décennie 90, qu'effectivement, ces pays asiatiques avaient des fondamentaux meilleurs que éventuellement les pays d'Amérique latine qui ont eu une crise quelques années auparavant. Et après la crise asiatique, finalement, là où il y a un basculement qui pour moi est peut-être un peu dangereux, c'est que finalement, c'est le cas dans tous les pays émergents, mais peut-être un petit peu plus d'après certaines études économétriques en Asie. Ce qui détermine les entrées de capitaux dans les pays émergents, c'est beaucoup plus les facteurs externes, l'appétit pour le risque des investisseurs et plus globalement, on le voit depuis 2013, les conditions globales des pays développés, la politique monétaire américaine, on l'a vu assez récemment. Donc il y a voilà, moi j'avais utilisé ce mot basculement pour ça, et aussi à propos, on en a parlé tout à l'heure, à propos de la grande accumulation des réserves de change que l'ensemble des pays émergents, et notamment les pays asiatiques, ont décidé, je pense, de faire après la crise asiatique. Alors pour des motifs peut-être parfois mercantilistes, en tout cas pour des motifs d'assurance, pour se protéger contre d'autres attaques spéculatives, pour se libérer de la tutelle du FMI si un jour il y avait encore des difficultés. Et on l'a vu aussi en 2006, par exemple, la Chine a utilisé ses réserves de change pour restructurer ses banques. Voilà. Ces réserves de change, ça peut être quelque chose de très intéressant pour reconstituer les économies. Et dans les questions qu'on vous pose toujours, les facteurs de push et les facteurs de pull, alors pourquoi est-ce que finalement on s'intéresserait à ces pays d'Asie? Les taux d'intérêt, la croissance? Alors, moi je crois toujours qu'il y a quand même une décorrélation des rendements entre... alors la crise de 2007 a forcément plombé les rendements un peu partout, mais il y a dans les pays asiatiques une croissance économique et des rendements qui sont supérieurs par rapport aux pays avancés. Et si on compare par exemple aux pays de l'Est ou aux pays d'Amérique latine, les taux de croissance sont plus importants, les rendements le sont. Alors globalement, je ne regarde pas forcément pays par pays,
Mais voilà, c'est quelque chose qui attire forcément aussi ces rendements qui sont un peu plus importants. On n'a jamais attiré les mouches avec du vinaigre, même en Asie. Ça correspond à quelle évolution des fonds souverains? Alors, on va essayer de faire un double focus avec M. Bouzidi et avec Philippe Tibi sur les fonds souverains. Lequel des deux veut ouvrir le bal? Alors, M. Bouzidi. Oui, alors les fonds souverains, c'est, disons, les enfants, ce que j'appelle les enfants des déséquilibres globaux. Donc effectivement, il y a une déconnexion totale entre, disons, deux groupes de pays qui ont des excédents à travers leurs exportations, soit de capitaux, soit de matières premières, et des pays, disons, qui sont déficitaires du point de vue de la balance courante. Donc ce qu'on appelle en économie les déséquilibres globaux, et les enfants de ces déséquilibres globaux sont les fonds souverains, qui gèrent à peu près aujourd'hui un peu plus de 6 000 milliards de dollars. Donc pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est le PIB de la France et de l'Allemagne réunis. Et c'est des fonds donc, il y a des universitaires qui ont recensé une trentaine de définitions différentes pour dire à quel point ce groupe n'est pas homogène. Il y a juste un qualificatif, voilà, on appelle ça les fonds souverains, mais le vrai dénominateur commun, c'est que ce sont juste des instruments publics, des fonds publics gérant donc des fonds publics, voilà, tout simplement. Donc effectivement, c'est le reflet de quelque part de la puissance financière de ces pays. Hein. Donc il y a deux grandes familles. Donc il y a les pays, disons, exportateurs de pétrole du Moyen-Orient qui cherchent à soigner ce qu'on appelle le syndrome hollandais en économie. Hein. Donc la corrélation entre l'exportation de matières premières et l'augmentation du taux de change effectif réel, donc la désindustrialisation du pays. Donc ces pays-là cherchent à se soigner quelque part en diversifiant leurs placements, en diversifiant leurs réserves de change et en allant essayer de capturer des rendements souvent à l'international, au sens usuel. Un fonds souverain investit à l'international et en actions, au sens usuel. Et vous avez un deuxième groupe de pays, donc, disons, qui est l'idée par la Chine, qui lui a des exportations de produits manufacturés. Et ces exportations-là, pareil, il y a une logique de recyclage quelque part et de diversification de ces réserves. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 10 plus gros fonds souverains au monde, vous avez juste un fonds européen qui est le fonds norvégien, et les 9 autres sont des fonds soit du Moyen-Orient, soit de l'Asie au sens Chine, Singapour, etc. Ça pèse combien aujourd'hui alors ces fonds alors au total, là aussi, il y a des estimations qui sont divergentes, mais disons que une des sources les plus réputées les estime à 6100 milliards de dollars. Donc le PIB de la France et de l'Allemagne réunis, ou, pour vous donner un autre ordre de grandeur, c'est supérieur à la somme des fonds gérés par les fonds spéculatifs, les fameux hedge funds et les fonds de private equity. Qu'est-ce qu'on fait avec ces quelques milliards qui se promènent comme ça du côté de l'Asie? On investit, donc c'est une notion qui est devenue moins familière à l'Occident, puisque moi ce qui m'a intéressé dans les fonds souverains et dans les réserves de change des banques centrales des pays émergents, et pays émergents c'est l'Asie, et l'Asie commence à la Turquie, donc effectivement ce sont les pays pétroliers et ce qu'on imagine plus familièrement comme étant l'Asie. Quand on fait la somme de ces montants, on arrive à peu près à la moitié de la dette de l'OCDE. Donc je trouve que c'est intéressant de mettre en relation le fait que ces excédents qui ont été accumulés, comme cela vient d'être dit, par la rente des matières premières et par la rente du travail pas cher, si on veut être provocateur, c'est ce qui sert à financer une partie notable des déficits du monde développé. Alors, du monde développé, en tout cas de l'OCDE, des anciens pays riches, de l'Occident, enfin, prenez la formulation qui vous plaît le plus. Et je crois que ça a deux... il y a deux idées qu'on peut en tirer. Le premier, c'est que quand il y a des tels déséquilibres, des équilibres financiers se traduisent toujours par une expression dans les rapports de force. Donc on ne peut pas imaginer que on a remplacé un oncle d'Amérique par un oncle d'Asie, qu'on a un tonton Cristobal qui se transformera en tonton Li Feng. Et ça, c'est le premier effet. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de force qui se constituent, qui sont en train de se constituer. On l'a vu lorsque les dirigeants chinois ont refusé de financer l'ancêtre du MES il y a 3 ans, simplement parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils allaient financer la sécurité sociale de citoyens occidentaux alors que leurs propres citoyens n'en bénéficient pas. Donc effectivement, il y a un choc culturel un peu violent. Donc ça, première conséquence, c'est que des rapports de force sont en train de se constituer et ils auront nécessairement un débouché qui ne sera pas financier à un moment donné, sauf si on le gère. La deuxième, c'est que
Comme vous venez de le dire, le seul fonds souverain occidental, c'est le fonds norvégien, c'est 800 milliards de dollars. Et le fait, cette disproportion met en creux, met en relief donc en relief creux, le fait que le capital devient une ressource rare en Occident. Donc on cherche des moyens de sortir de la crise. On dit qu'il faut investir, il faut relancer l'économie par l'investissement, etc. Et en même temps, on devrait logiquement se rendre compte qu'il n'y a pas de capital pour le faire. Donc effectivement, ce qu'on entend de nouveau, c'est qu'il faut lancer des eurobonds et faire de la dette, et continuer à faire de la dette qui sera financée par les mêmes, par ceux dont on vient de parler, et qui ont certainement un caractère très aimable, mais qui peuvent considérer que ce n'est pas nécessairement leur rôle que de financer la consommation future des Occidentaux. Donc je crois que c'est une question qui est souvent perçue que de façon statistique, mais qui doit nous inciter à nous interroger sur le modèle d'un modèle de développement qui est un modèle terminé, c'est-à-dire le modèle de financement des niveaux de vie par la dette, et singulièrement par la dette émergente. C'est terminé. Alors les Américains ont fini, en tout cas sont en train de se rendre compte, ont fini de financer leur niveau de vie par leur maison et par la réhypothécation de leurs emprunts. Et ce qui est plus douloureux pour nous, c'est que c'est l'État-providence qui est financé par, marginalement, mais on sait bien qu'en finance, c'est le marginal qui compte, par les pays émergents. Et donc, c'est pas très amusant, mais il faut commencer à le dire, je pense. Est-ce qu'on sait, Madame Riche-Flores, ce que ces pays pensent de notre approche des fonds souverains? Est-ce qu'il faut raisonner en termes de mentalité? Est-ce qu'il y a une approche asiatique qui serait liée à la civilisation? Bon, on évoquera tout à l'heure les problèmes spécifiques de la Chine et du vieillissement de la population, mais est-ce qu'il y a une démarche intellectuelle qu'on aurait du mal à appréhender parce que ça ne serait pas la nôtre, tout simplement? Je crois pas qu'il y ait véritablement d'écart de culture, on va dire, et de perception à la fois de l'outil ou de la manière de l'utiliser, de le faire fonctionner. Je pense que qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays en Asie qui sont assez diversifiés, qui bénéficient d'un modèle de développement qui est quand même assez enviable en réalité. Qui est bien souvent dans ce qu'il a de commun à la plus grande majorité de ces pays-là, et quand même le modèle de développement qui normalement assure le plus de stabilité. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui au démarrage étaient en général, dans leur grande majorité, pas des pays pourvus de matières premières, mais pourvus de main d'œuvre. Donc il fallait faire quelque chose, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des outils dans les mains de cette main d'œuvre, et ça a permis effectivement de développer, d'asseoir le développement sur la base industrielle. La base industrielle, c'est ce qu'il y a de plus garanti, si je peux dire, pour assurer la pérennité du développement. Parce que les biens industriels, on en a tous besoin, même qu'on vieillisse, qu'on se développe, qu'on soit des pays relativement jeunes, il faut toujours la renouveler. Le marché est croissant, il est d'autant plus croissant que ce propre développement des pays d'Asie a finalement tiré dans son sillage beaucoup d'autres et un nombre croissant de consommateurs potentiels. Donc il y a finalement des pays qui ont réussi à établir un modèle ou un système, ou à reprendre un modèle de développement économique qui assure leur pérennité. Quand bien même on peut avoir quelques embûches sur le chemin, et qui a assuré la montée en puissance des niveaux de vie, des excédents, puisque la croissance c'est d'abord faite par l'exportation, c'était le modèle de base, des excédents assez gigantesques, et ces excédents, effectivement, il a fallu les gérer. Il faut les gérer pour plusieurs raisons. D'abord, pour pas qu'il n'ait trop d'effets négatifs sur la compétitivité via une appréciation de la devise. Donc, on a pensé à recycler quelque part ces excédents. On les recycle où?
là où il y a des marchés abondants et des marchés qui ont besoin de financement. Donc c'est en particulier le marché américain. Et à partir de là, effectivement, s'instaure une espèce de mécanique, parce qu'elle est nécessiteuse, elle est nécessaire, de mécanique de développement, de prémices de développement des marchés financiers d'ailleurs. Je pense que c'est probablement là que naît la montée en puissance du savoir-faire financier, du savoir-faire de la gestion du taux de change et des contraintes liées à cette situation d'excédent qui, à certains égards, peut paraître autre chose, enfin un avantage plutôt qu'une contrainte, mais qui, si elle est mal gérée, on le sait, peut très vite avoir des conséquences économiques dramatiques. Donc voilà. Après, eh bien, on a des pays où le rôle de l'État, en particulier pour le premier d'entre eux, la Chine, fait partie intégrante du système économique et de facto un intermédiaire ou un des premiers intervenants dans ce marché, dans la formation de ce marché, et où on crée effectivement donc des fonds souverains. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression. Alors après, quand on a un fonds souverain, il faut effectivement arriver à communiquer et à faire valoir, donc à lui faire monter en puissance au niveau de la scène internationale, la scène financière. Je pense que les pays asiatiques s'y sont pas mal pris. Le chemin n'est pas terminé, il y a encore beaucoup à faire, mais voilà, on est dans un processus de développement qui me semble assez évident. Et puis, et puis une fois qu'on a commencé à s'infiltrer, on devient indispensable. Et ça, c'est toute la force, c'est ce que soulignait Philippe Tibi il y a quelques minutes, toute la force finalement, et qui fait qu'on s'impose et qu'on devient indispensable à l'équilibre même du système mondial. Qu'est-ce que vous avez appelé le consensus de Pékin, Philippe Tibi? C'est pas moi qui l'ai appelé, mais je vais vous dire quand même. Qui est le père de la formule? Ah, c'est M. Bouzidi. La formule n'est pas de moi, c'est un chercheur qui l'a trouvé en 2004-2005 voilà, pour parler effectivement du passage donc, du consensus de Washington au consensus de Pékin. Le consensus de Washington, donc, pour rappel, c'est le triptyque de libéralisation, privatisation, ouverture des échanges. Et le consensus de Pékin, dans le sens des fonds souverains, c'est effectivement un axe un peu plus fort sur l'infrastructure au détriment de la transparence. Donc le libéralisme, c'est le diktat de la transparence et de l'ouverture. Le consensus de Pékin, moi je pense qu'il y a une petite différence culturelle quand même entre l'Occident et l'Orient, disons entre la Chine et l'Europe pour faire simple, c'est le rapport au temps. La variable centrale pour moi qui explique tout, qui explique d'ailleurs la crise ou les crises dans lesquelles on est aujourd'hui, c'est le raccourcissement des horizons temporels. En Chine, ou si on prend l'exemple de la Corée du Sud, le président qui a été élu en 2008 a convoqué le patron d'un grand cabinet de conseil pour lui commander une étude prospective sur les 60 prochaines années. 60 prochaines années. Je pense que là, on répond à 3 échelles de temps qui vont du fil de la dépêche AFP jusqu'à la prochaine élection, en passant par effectivement croire ou pas au Père Noël. Mais en Chine, et c'est les limites de la démocratie aussi, en Chine, en Corée, je ne dis pas que les valeurs sont les mêmes. Il y a de la corruption, il y a toute une série de népotisme et de problèmes évidents, mais ils ont le temps. Et ils ont le luxe de se projeter sur des horizons temporels longs, et c'est le luxe qu'offrent les fonds souverains. Les entreprises occidentales accueillent à bras ouverts les fonds souverains. C'est des investisseurs passifs, massifs, et qui ont un horizon d'investissement très très long. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on ciblait par la formule consensus Pékin, consensus Washington. Alors la référence au Père Noël, il faut peut-être l'expliquer, c'est que tout à l'heure, en préparant cette table ronde, il a été fait allusion au Père Noël, étant entendu que les Français croyaient au Père Noël tous les ans, et Pierre de Lauzun même ajouté surtout tous les 5 ans. Voilà. Alors Philippe Tibi sur enfin, moi je serais un peu plus, je ne vais pas dire virulent, mais je pense que le consensus Pékin, c'est effectivement l'opposé ou c'est le pendant chinois du consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est l'exportation des valeurs du capitalisme anglo-saxon. C'est on vous aide, c'est la doctrine du FMI traditionnelle, c'est on vous aide, mais vous ouvrez les frontières, vous privatisez, on met de la concurrence, etc. etc. Donc quand effectivement les Chinois, l'Afrique c'est un vrai sujet quand vous parlez avec les Chinois, l'Afrique est le continent central, c'est un continent central parce qu'il y a des matières premières, et que les matières premières c'est la condition sine qua non du développement urbain en particulier de la Chine, c'est de dire on vous aide
on construit des infrastructures, mais si vous voulez faire travailler des enfants, c'est votre problème. Nous, on respecte. Si j'étais très très méchant, ça ressemble à la zone de prospérité asiatique japonaise des années 40. On fait des affaires ensemble, et je pense que c'est plus les gouvernements qui sont à la manœuvre ici que les fonds souverains, et c'est une aide. Et effectivement, quand il y a une guerre en Libye, on découvre soudain qu'il y a des milliers de Chinois qui rentrent par bateau chez eux. Personne ne savait personne, en tout cas le grand public, ne savait pas qu'il y avait une aide économique et logistique aussi massive de la Chine. Donc je pense que c'est évidemment pas une formule que les Chinois ont forgée eux-mêmes, mais ça montre qu'il y a, avec l'Occident, il y a un rapport de force qui est fondé sur des règles occidentales. Quand vous rencontrez les gens du CIC ou CIC, qui est un des grands fonds chinois, ils investissent dans les sociétés occidentales, et ils vous expliquent qu'en France, il n'y a que 10 sociétés qui sont suffisamment liquides pour les accueillir, parce que sur le reste, on est dans le domaine des small caps, donc ils ne sont pas spécialement intéressés. Donc là, vous avez affaire à des gens qui ont été dans les grandes universités américaines et qui ressemblent furieusement à un fund manager de la City. Et puis, quand les rapports de force peuvent s'exprimer de façon beaucoup plus spontanée, c'est effectivement le consensus de Pékin, où il y a un enjeu de matières premières et de terre qui est extrêmement important. Je demanderai à Delphine Lahaye, à qui on va passer le micro, ce qu'elle appelle la contagion régionale. Qu'est-ce que vous appelez dans les facteurs d'attrait? Vous évoquez cette contagion régionale asiatique. Oui. Alors ce que j'ai essayé d'expliquer, c'était que dans l'esprit des investisseurs, à un moment donné, ce qu'ils regardent, c'est la force d'une région. Et même s'il y a effectivement des disparités sur beaucoup de plans entre les pays, il y a quand même cette idée qu'en Asie, il y a un continent fort, des fondamentaux forts, il y a une mentalité qui est, comme vous l'avez dit, on a du temps pour faire les réformes. Et ça fait qu'à un moment donné, si un investisseur choisit d'investir en Corée du Sud, et si ça se passe bien, il aura l'idée d'investir aussi en Thaïlande. Alors, il y a des événements politiques aujourd'hui qui inquiètent peut-être les investisseurs, mais voilà, il y a cette idée-là d'un bloc régional qui a des fondamentaux forts. C'est aussi des pays qui commercent entre eux. Il y a cette idée d'accumuler énormément de réserves de change, d'avoir des fonds souverains qui permettent de se passer de la tutelle des pays du Nord. Et j'ai aussi employé cette expression par rapport aux IDE, puisque les pays asiatiques sont des pays qui reçoivent beaucoup d'IDE, donc des pays occidentaux en général, mais on se rend compte depuis 2005, et c'est aussi en parallèle de la création de nouveaux fonds souverains en Asie, les IDE sont faits entre pays asiatiques. Et ça aussi, c'était pour moi... Pour s'affranchir de... Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement l'idée qu'on peut se débrouiller sans les pays du Nord pour investir entre nous dans de l'infrastructure, dans les services. Alors, ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas, il y a cette idée-là de s'affranchir. Et puis aussi, il y a des éléments beaucoup plus simples qui sont proches d'éléments sur la théorie du commerce international. S'il y a des frontières communes, il y a investir dans faire des IDE, créer des entreprises dans le pays d'à côté, c'est moins coûteux. Il y a un écart culturel dans le management qui est beaucoup plus étroit. Il y a des habitudes de consommation proches. Encore une fois, j'imagine bien qu'il y a des différences si on regarde plus précisément, mais grosso modo, on considère que l'aspect culturel, il y a aussi des aspects religieux qui jouent dans certains pays asiatiques musulmans. Voilà, il y a des écarts de culture, de technologie qui sont plus étroits. Donc, il y a cette idée que si je fais un IDE, si je suis une entreprise asiatique et que je fais un IDE, si je suis une entreprise chinoise, puisque c'est surtout les entreprises chinoises qui font des IDE dans les autres pays asiatiques, si je suis un IDE en Corée du Sud et que ça s'est plutôt bien passé, comme on a cette idée que... les fondamentaux sont quand même proches, qu'il y a cette idée aussi, vous l'avez très bien expliqué, on a du temps, on va réformer les pays progressivement et sur le long terme.
Mais si ça marche bien en Corée du Sud, je vais aussi investir en Thaïlande, etc. Voilà, c'est ça cette idée de contagion régionale. Et si on s'intéresse à ces places émergentes, est-ce qu'il y a des facteurs de risque spécifiques qu'on aurait sous-estimés ou on préférerait ne pas trop regarder parce que c'est des pays finalement qui ne fonctionnent pas tout à fait sur le modèle évoqué tout à l'heure par Philippe Tibi? Monsieur Bouzidi ou Philippe Tibi? Je dirais que sur les places émergentes, Pierre Delozin en a parlé tout à l'heure, elles sont assez marginales aujourd'hui, en tout cas pour nous, même si les capitalisations boursières sont élevées, parce qu'il y a assez peu de capitaux occidentaux en réalité qui sont investis sur ces places. Et comme l'a dit également Pierre Delozin, ils ne sont pas investis ou peu parce que le risque politique est considérable. Et le risque politique, comme les actionnaires de BP par exemple le savent, ça commence à Moscou. Donc il y a le fait que le développement de la finance est lié à l'état de droit, c'est l'histoire des marchés. Les marchés sont fondés sur la protection de la propriété privée. Et je rappelle qu'en Chine, je crois que la propriété privée a été formellement intégrée dans la loi en 2007. Donc vous savez, il y a des traditions culturelles et juridiques qui sont différentes, qui font que le risque d'expropriation n'est pas un risque qui est considéré comme étant totalement nul par les investisseurs étrangers. Donc je pense que effectivement la taille des capitaux fait que, et des réserves qui sont aussi très investies localement, fait que ces places, parce qu'une place c'est quoi? C'est des investisseurs, c'est des entreprises, et c'est un écosystème juridique en bon état de marche. Donc ce sont des places qui ont des entreprises, qui ont des investisseurs, qui n'ont pas encore un écosystème juridique hors Hong Kong et hors Singapour, pour des raisons qui sont plus fragiles peut-être, qui n'ont pas de... Enfin, pas plus fragiles, mais en tout cas, Singapour est cité-État, donc on ne peut pas le comparer vraiment à la Chine ou au Japon. Il y a ce chaînon manquant de la place financière qui fait que ça reste des centres financiers régionaux, mais qui ont du mal à attirer pour des capitaux très importants de l'épargne étrangère. Est-ce que M. Bouzidi peut parler de Singapour parce que Alors, j'ajouterais, si vous me permettez, juste une petite phrase. Je suis désolé, c'est en anglais parce que le jeu de mots ne fonctionnerait pas très bien si je l'ai dit en français, mais pour parler des places émergentes, donc on dit « Emerging markets are places from where you cannot emerge if there is an emergency ». Voilà, donc c'est pour répondre à la question des facteurs de risque. Après, moi, je crois beaucoup en une espèce de matrice assez simple pour analyser les pays, disons BRICS ou les pays asiatiques ou les pays émergents en général. C'est est-ce que vous avez un surplus du compte courant, de la balance courante, donc grosso modo, est-ce que votre balance des paiements est excédentaire, pour faire simple? Oui, non. Et est-ce que vous exportez des produits manufacturés ou des produits pétroliers? D'accord. Et en fonction de l'endroit sur lequel vous placez dans la matrice, le facteur de risque est complètement différent. Donc si on prend le cas de la Chine avec un surplus de la balance commerciale et courante qu'on connaît tous avec une exportation de produits manufacturés, c'est clair que le risque est beaucoup plus faible que le Brésil ou l'Inde qui sont dans une situation de déficit et qui exportent des matières premières et ou des produits manufacturés. Alors Singapour, c'est un cas effectivement assez intéressant. Rappelez, c'est quoi? C'est un rocher qui est 192. Voilà, c'est le 192e plus petit pays au niveau mondial, hein, qui est encerclé par deux voisins assez puissants, la Malaisie et l'Indonésie, en termes de taille, en termes de puissance militaire aussi, et qui a certaines caractéristiques assez étranges. Donc le paradoxe de Singapour, c'est que c'est le premier exportateur, ou un des premiers exportateurs mondiaux par tête, d'accord. C'est le troisième importateur d'armes. 4% des dépenses militaires, ça on ne le sait pas assez, mais 4% des dépenses militaires sont des dépenses militaires de Singapour, parce que Singapour doit assurer sa survie, étant donné l'histoire un peu chahutée qu'il a eue avec la Malaisie, que ce pays a eu avec la Malaisie, ou cette cité-État, et l'Indonésie par le passé. C'est un des pays qui pratique une des fiscalités les plus attractives. Le niveau de taxe, je crois, aussi entre 15 et 20%, hein, tout compris. Et pourtant, ils ont un surplus budgétaire. Donc, c'est une situation qui ferait envier, je pense, la plupart des hommes politiques européens. Alors, aucune ressource naturelle. Aucune ressource naturelle, une fiscalité très, très, très faible, des dépenses militaires énormes. Il y a juste l'Arabie Saoudite et les États-Unis qui dépensent plus par tête. Et pourtant, surplus budgétaire. Alors, la réponse, mystère, c'est tout simplement les fonds souverains et la performance des fonds souverains. Donc, la performance des fonds souverains, c'est une question de survie pour Singapour. S'il n'y a pas de rendement, sur ces fonds souverains-là, ça ne peut pas fonctionner. Alors certes,
c'est pas une monarchie héréditaire, mais c'est quand même, disons, une espèce d'autocratie. Néanmoins, il y a quelques indicateurs qui font que la légitimité institutionnelle de cette cité-État est largement supérieure à la Chine. C'est le 5e pays le moins corrompu au monde, c'est le pays où la liberté économique est dans le top 2 ou top 3 au niveau mondial aussi, et c'est le 2e pays le plus ouvert au commerce extérieur. Donc quelque part, on peut là aussi de façon assez provocante dire que s'il y a une prévisibilité quelque part du droit des affaires avec une liberté économique et non pas politique, on peut faire des affaires, on peut se développer, y compris au niveau des marchés financiers. Philippe Tibi, pardon, Madame Riche-Flores d'abord. Alors Philippe Tibi. Je ne partage pas tout à fait sur Singapour. L'opinion sur laquelle c'est une autocratie, c'est un régime qui, effectivement, vous n'avez pas le droit de jeter du chewing-gum par terre, donc vous pouvez être rappelé à l'ordre assez violemment, et si vous avez une employée de maison qui est enceinte, elle doit rentrer dans son pays, donc effectivement, il y a des caractéristiques assez particulières, mais enfin, le système institutionnel est modelé sur le système britannique. Moi, j'engage l'assistance à lire les livres de Lee Kuan Yew, qui est l'ancien Premier ministre singapourien qui est rentré en fonction, je crois, en 1955, et qui jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, joue encore un rôle assez important. C'est son fils, donc pour revenir sur cet aspect particulier, enfin c'est son fils en tout cas qui est Premier ministre et qui était, je crois, le meilleur étudiant jamais vu dans l'université américaine où il est allé. Donc je crois que les fonds souverains jouent un rôle, mais ce qui me paraît décisif dans le décollage de Singapour, c'est la qualité des institutions, comme vous l'avez dit. En passant, Lee Kuan Yew explique que pour recruter ses ministres, il fait appel à un chasseur de tête et qui veille à ce qu'ils soient aussi bien payés que les meilleurs managers du privé. Mais c'est surtout un investissement massif dans l'économie de la connaissance. C'est-à-dire que les bonnes universités, les universités, les centres de recherche sont de niveau mondial et les start-up sont il y a d'excellentes sociétés. Donc je crois qu'il y a aussi un investissement sur lequel on pourrait s'interroger aussi sur la façon de se débrouiller lorsqu'effectivement on n'a pas de matière première et à commencer pas d'eau. Donc l'eau est importée de Malaisie. Alors il y a une remarquable contribution dans le supplément de la revue Banque. La place financière de Singapour face à ses concurrents asiatiques, sous la plume d'Amandine Afota, qui est actuellement la représentante de la Banque de France pour l'Asie du Sud-Est et qui est, je crois, installée à Singapour, à l'ambassade de France. C'était pour notre encadré Singapour. Mais on peut y aller à Singapour, c'est viable à part les cheveux. Voilà, il suffit de le savoir. Madame Riche-Flores. Oui, pour rebondir sur Singapour ou à partant de Singapour et pour revenir sur la question des risques liés à l'Asie, je dirais que l'une des forces de Singapour au début, avant de développer, par exemple, et d'avoir les moyens de développer sa recherche, c'est que Singapour s'est imposé comme plaque tournante du commerce intra-régional asiatique. Ça veut dire qu'effectivement, et ça a été très rentable, bien évidemment, plaque tournante, vu la taille du marché asiatique maintenant, ce n'est certainement pas la plaque tournante, mais c'est tant que ça reste. Et quand on va à Singapour, ce qu'on voit effectivement, c'est avant d'être un rocher, c'est un port. Un port dans lequel il y a des kilomètres et des kilomètres de containers, etc. Donc, et je pense que là, ça nous amène quand même sur la droite ligne de ce que je considère, moi, peut-être comme le risque majeur. C'est-à-dire que l'Asie, et en particulier l'Asie du Sud-Est, c'est une vaste zone d'échange. C'est très proche à cet égard de l'Europe. Avec des pays qui échangent ou qui investissent maintenant respectivement chez le voisin, etc., de manière extrêmement imbriquée. C'est-à-dire que chacun des pays asiatiques commerce à raison en moyenne au moins de 50% avec ses voisins asiatiques. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand ce commerce est entravé, pour des raisons diverses ou variées, des tensions géopolitiques, des tensions économiques, avec un arrêt, par exemple, de la montée en puissance des échanges mondiaux par rapport à la production mondiale depuis la crise 2008, alors les choses peuvent rapidement devenir plus compliquées. Et moi, j'aime beaucoup la représentation faite tout à l'heure. J'avais la même présentation des risques dans les pays émergents.
d'un côté, jusqu'à il y a quelques mois, d'un côté, j'avais les pays excédentaires, spécialisés dans l'industrie manufacturière, etc., qui n'avaient pas de problème d'inflation et pour lesquels, donc, la plupart des indicateurs nous disaient un risque de change très faible. Et puis de l'autre côté, on avait les pays exportateurs essentiellement de matières premières qui, eux, n'arrivaient pas à assumer le développement de leurs besoins domestiques parce que le marché des matières premières est beaucoup plus fluctuant et en ce moment pas très bien portant, etc. Et qui avaient des déficits, de l'inflation chronique, etc. et qui étaient typiquement les pays à risque. Aujourd'hui, je l'ai retiré, moi, de mes présentations, ce graphique, parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à un autre risque, la montée d'un autre risque, qui est celui de la surproduction, des excès d'offres, à partir du moment où, effectivement, l'Asie, dans sa grande majorité, a de plus en plus de mal à exporter ou à continuer à préserver des rythmes d'exportation qui sont nécessaires à la préservation de cette mécanique de décollage économique. Et donc, on a effectivement des pays qui se retrouvent souvent en surcapacité de production où gérer ces surcapacités de production devient souvent problématique, une source de déflation latente ou d'extrême désinflation qui fait monter les taux de change de manière assez extravagante ou qui les a fait monter de manière extravagante ces dernières années et qui aujourd'hui commence à se transmettre dans des réactions de politique de compétitive de certains pays. Alors, il y a eu l'interférence du Japon, mais on ne peut pas mettre le Japon en dehors de l'Asie. Donc même si ça n'a rien à voir avec les autres pays qu'on regarde davantage ici, qui sont les pays émergents, ça fait partie intégrante du paysage. Et quand le Japon décide de dévisser le yen fin 2012, pour restaurer sa compétitivité, eh bien les pays sont tellement imbriqués que finalement le Japon exporte sa déflation. Il l'exporte tant et si bien que un an et demi après, eh bien, la Chine commence à craquer et que les Chinois semblent également commencer à mener une politique de baisse du yuan. Et qu'à ce rythme-là, compte tenu de l'extrême imbrication régionale, on risque effectivement de se passer rapidement la patate chaude d'un pays à l'autre. Donc il y a quand même un risque, une fragilité économique, au-delà de toutes les autres fragilités plus structurelles, on va dire, que moi je pense qu'il va falloir regarder à deux fois, notamment parce qu'on a des pays qui ont bâti leur croissance et leur modèle sur les exportations. Quand la Chine nous dit maintenant on ne peut plus compter sur les exportations, mais c'est pas grave, on a 1,4 milliard de consommateurs dont on peut satisfaire les besoins et qui nous permettront d'avoir un modèle de croissance autonome, eh bien on voit que c'est pas aussi simple et que pour stimuler cette croissance domestique, on use à tour de bras de crédits et autres au point de multiplier les risques de bulles et donc d'instabilité profonde. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un risque économique intrinsèque qui pourrait bien monter en puissance si, en particulier, le commerce mondial a plus de mal à poursuivre son développement. Alors dites pas tout sur la Chine parce que tout à l'heure il faut que vous en gardiez un petit peu. Mais vous rejoignez Delphine Lahaye, facteur de risque, facteur d'attrait. Voilà, alors moi je vous rejoins assez sur... je pense qu'il faut voir les choses un peu en dynamique. C'est-à-dire qu'effectivement, les pays asiatiques ont des fragilités de plus en plus internes. Vous l'avez dit, il faut peut-être changer le modèle de développement, de passer des exportations sur la consommation. Il y a une classe moyenne qui monte, qui est demandeuse de services. Il y a des problèmes d'infrastructure, de transport, etc. Néanmoins, pour peut-être relativiser un tout petit peu ce que vous dites, et donc moi je me baserai peut-être un petit peu plus à court terme, ce qui s'est passé en 2013 avec le changement de la politique monétaire américaine a fait que certains pays émergents ont lutté un peu contre les sorties de capitaux en puisant sur leurs réserves qui étaient extrêmement abondantes. Néanmoins, à un moment donné, ils ont cessé ces interventions sur le marché des changes pour laisser leur monnaie se déprécier parce que ça leur permettait de retrouver un peu de compétitivité. Et dans ce contexte de crise, donc là je me passe à beaucoup plus court terme que vous, l'Indonésie a perdu en 2013, la monnaie a perdu 15% de sa valeur, l'Inde c'est entre 10 et 12%.
Donc ça permet à court terme un regain de compétitivité qui est quand même assez important. Et toujours en termes de dynamique, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, donc la montée des taux longs américains donc a entraîné des sorties de capitaux des pays asiatiques. Néanmoins, les États-Unis ont une croissance économique qui commence à décoller. Apparemment, ça va décoller beaucoup. Et là, ça peut peut-être avoir un effet d'entraînement sur les autres pays du monde, et les pays émergents et peut-être les pays asiatiques. Donc peut-être qu'à un peu plus court terme, il pourrait y avoir un effet de compensation. La croissance américaine repartant, ça pourrait faire repartir un petit peu la demande mondiale. Refaire partir les exportations des pays asiatiques. Oui, sûrement. Non, mais sûrement, mais je pense qu'en dynamique, à plus court terme, je pense qu'il peut y avoir des choses qui pourraient se compenser un petit peu plus. La dynamique des politiques compétitives, effectivement, ne peut fonctionner que si la part du marché croît. À partir du moment où le marché ne croît plus, elle devient éminemment destructrice et déflationniste. Donc voilà, effectivement, la réponse est dans le futur. On va repartir avec Philippe Tibi. Oui, les prévisions sont toujours difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. C'est bien ça, Philippe Tibi. Je suis d'accord avec Véronique Riche-Flores sur l'aspect géopolitique qui, généralement, écharpe un peu au marché. Je crois qu'au marché financier, je crois que, je parle sous votre contrôle, mais il y a 25 ans, les échanges dits sud-sud, c'est en fait nous, OCDE, ça devait être, je parle d'échanges commerciaux, pas d'échanges financiers, c'était probablement moins de 5%. Aujourd'hui, on a plus de 20%, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a du commerce à l'intérieur de cette zone, pas seulement l'Asie, mais l'Asie joue un rôle important. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, Singapour est un grand acheteur d'armes, mais c'est l'Asie au total qui est qui est le continent qui achète le plus d'armements. Le budget militaire chinois est en hausse, avec leur méthode de comptabilisation particulière, est en hausse très, très, très importante. Donc c'est une zone dangereuse. Le troisième point, et c'est rappelé par Lee Kuan Yew dans son dernier livre, c'est qu'il n'y a aucun pays de la région, sauf le Japon, qui va prendre le risque de mécontenter la Chine, qui est son principal débouché commercial. Donc je crois que quand vous mettez ça en relation avec les images des avions qui passent à 40 mètres au-dessus des bateaux de pêche japonais ou chinois tour à tour, c'est pas simplement parce qu'il y a un docteur Folamour qui a décidé de faire un exercice, c'est que il y a des politiques mercantilistes traditionnelles qui se sont mises en mouvement et qui sont trop choc, en particulier suite à la décision dans la mise en œuvre des Abenomics, qui est quand même une politique très violente pour l'environnement. Monsieur Bouzidi, vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être juste enchaîner, effectivement, je suis complètement d'accord, mais on n'en parle pas assez. Le Japon fait partie de l'Asie et le Japon a un fonds de pension. Alors c'est certes pas un fonds souverain, mais bon, il gère quand même des fonds publics, qui est juste le plus gros fonds au monde. Il gère à peu près 1300, 1400 milliards de dollars, ce qui est quand même juste monstrueux. Et ce fonds-là est investi à 55% en obligations japonaises. Et là, donc, il y a une pression effectivement du politique, entre guillemets, japonais avec les Abenomics, pour sortir de ces obligations-là d'État. Donc, je vous rappelle que c'est la plus grosse dette publique aussi mondiale, le Japon, et les réinjecter sur le marché action japonais. Donc là aussi, on voit que il y a, disons, un choc entre le politique et l'économique, et ça peut mener à des les répercussions peuvent être assez dramatiques sur les marchés mondiaux, parce que 1400 milliards investis ou investir, s'ils réduisent juste de 14% en passant de 55 à 40%, donc ça générerait plus de 200 milliards à réinvestir donc sur les marchés financiers internationaux et probablement en Europe ou aux États-Unis. Voilà pour la première partie de la table ronde que nous allons prolonger dans un instant, en nous intéressant de façon plus spécifique à la Chine. Merci à vous, Delphine Lahaye. Merci à Véronique Riche-Flores, Philippe Tibi et Abdeljelil Bouzidi.